Merci d'accueillir Isabelle Rèbre, la réalisatrice du film. Alors, on se retrouvera après la projection pour en parler longuement, parce qu'on a un peu de temps, ça tombe bien. C'est rare en festival d'avoir vraiment le temps d'échanger sur les films avec les réalisateurs. Je fais une intro qui a pas ici, qui a un peu à voir avec le film quand même, mais de temps en temps, on se fait plaisir en tant que programmateur et on se dit « Ah tiens, ça marche vraiment bien » et on fait un truc, un geste de programmation. Et sur cette soirée, on a fait ça. D'abord, le geste, c'était de dire clairement, bien sûr, que le documentaire peut faire partie de la compétition. Donc, il y a dans la salle le jury du festival Rancard-Aubeliès, qu'on salue. Donc, c'est un premier geste de dire que c'est pas un territoire à part, quoi. Pour faire l'écho à une polémique récente, on ne peut pas donner à Alice Diop le prix du meilleur premier film, parce que c'est son 8e. Mais ils n'ont pas compté les documentaires, voilà, y compris quand ils étaient aussi formidables que nous. Voilà. Et c'est le titre du film, hein, je précise. Ce mec est hyper narcissique, formidable que nous, ça ne veut rien dire. Le geste de programmation, là, c'est qu'on a choisi de faire 2 films très différents en écho l'un à l'autre sur la question de la fraternité. Le film suivant s'appelle Nos Frangins, le film de Rachid Bouchard. Mais en fait, ce n'est pas le seul écho, parce que les 2 films sont fondés sur un contraste entre un personnage très en lumière et un personnage très dans l'ombre. On va en reparler un peu de celui-là. Un personnage très connu et identifié, Jackson Pollock ou Malik Oussekine, et puis des personnages très dans l'ombre de l'autre, de la lumière, de la statue, quoi. Et vous verrez pourquoi ça résonne avec le film de Boucharel, qui en termes de cinéma n'a vraiment rien à voir. Au passage, on a un invité en plus qui est le monteur, et c'est vachement bien qu'on ait le monteur, parce que la vertu principale du film, c'est précisément cette question-là du montage. Sur le film de Boucharel, je dis ça sert à rien, toutes les places sont vendues, vous ne pouvez pas acheter votre place à la sortie. Oui, certainement. Isabelle, est-ce que tu veux nous dire un petit peu avant le film des raisons d'être de ce film-là? Je sens que tu as des gens à remercier qui sont dans la salle. En tout cas, on n'a pas la monteuse dans la salle, mais on a le chef opérateur Emilia Ouada qui est dans la salle, donc c'est pas mal. C'est pas mal, ça s'applaudit même. Et vous verrez, ce n'est pas rien la photographie dans ce film. Et voilà, je suis très très heureuse de montrer ce film au Méliès, vraiment, parce que ici c'est chez moi. Donc je suis très très heureuse que vous soyez là. Et c'est vraiment l'histoire de 2 frères, et ce n'est pas un film sur un artiste méconnu, c'est vraiment sur 2 trajectoires, et ça c'est très important peut-être de le dire voilà, d'emblée, c'est vraiment 2 trajectoires. Et effectivement, il y en a l'un des personnages les plus connus, quoique au moment du montage, il y a une partie du film que j'ai monté à Mélionec, donc en centre-Bretagne, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Jackson Pollock, et même je pense qu'il y a plein d'endroits où on ne connaît pas Jackson Pollock. Donc, bon, tout ça est gens très connus, c'est relatif, quoi. Voilà. En tout cas, voilà, c'est la trajectoire de 2 frères, et puis on se voit après pour en parler. C'est parti, mettez vos petites lettres, parce que la clim fonctionne bien. Ouais. Voilà. Merci Isabelle, à tout à l'heure. Comme c'est un festival international, vous avez vu la version internationale du film. Il y a une version française. Il y a une version française avec ma voix en français. Voilà. Et pourquoi on n'a pas la version c'était une alchimie. Je l'ai découvert là en revenant tout à l'heure. En même temps, c'est pas mal. Oui, ça fait aussi sens. Voilà. Je vais commencer par une question iconoclaste plutôt que de demander comment tu as découvert les lettres, tout ça, on va y venir à un moment. Mais j'ai l'impression que tu aimes le continuer à l'impossible quand même. C'est comme si le film était à la conjonction de 3 impossibles, enfin de 3 défis. Petit 1, filmer la peinture, quand même déjà en soi un défi esthétique, parce que quand même le cinéma c'est l'art du mouvement. Donc, filmer la peinture c'est toujours un geste compliqué, quand même. Elle n'est peut-être pas si frontale que ça dans le film, même si elle est là. Petit 2, filmer New York, parce que pour le coup, on a tellement vu que qu'est-ce qu'on apporte, comment on filme New York aujourd'hui. Et petit 3, filmer des lettres, parce que quand même, là non plus, c'est pas le support le plus dynamique a priori.
tout ça autour de la figure d'absent, parce que quand même les deux personnages principaux de ce film sont morts. Ça fait beaucoup de paris en fait, quand même. Et j'ai l'impression quand même que le moteur de ton cinéma est autour de ces difficultés-là. Enfin est-ce que tu arrives à faire quelque chose de cette remarque pour la transformer en question? En tout cas, ce qui m'a tenu, enfin c'est un film comme les autres films que j'ai fait sur la peinture, comme les autres films tout court, mais c'est vrai que c'est mon 3e film sur la peinture et que à chaque fois, en tout cas, c'était le cas pour Rustin, qui a été le premier film que j'ai fait sur la peinture, qui était montré au Méliès d'ailleurs, et qui était une peinture que je ne pouvais pas voir, donc c'était déjà quelque chose d'impossible, et même je voulais faire tout le film sans montrer la peinture, enfin j'ai pas réussi. Donc oui, ce qui me met en route et ce qui me tient pour faire un film, c'est mystérieux. Et là, en l'occurrence, c'était pas du tout l'idée ni de montrer la peinture, mais c'était la rencontre avec cet homme. C'était que à un moment donné, je me suis dit, voilà, Charles, c'est moi, et donc il faut que je comprenne quelque chose. J'avais quelque chose à comprendre, une intrigue. Enfin, un mystère, et donc je fais le film pour comprendre le mystère, pas pour... et donc voilà, c'est ça, c'est pour ça que je fais des films, pour comprendre quelque chose, pour élucider des choses que je ne comprends pas. Oui, avec une vraie question qu'on se pose pendant tout le film quand même, c'est que faire un documentaire sur le personnage ignoré, le genre documentaire est déjà, en termes de visibilité, un genre cinématographique un peu particulier. Donc déjà, le documentariste se situe un tout petit peu du côté de l'ombre par rapport à la surface du cinéma dans son ensemble. Or, tu le consacres, ce documentaire, au moins connu des deux. Donc d'une certaine façon, tu habites toi aussi l'ombre dont on parle la voix off à la fin du film. Et on a l'impression qu'en fait, ce point de reconnaissance que tu évoques dès le début par la voix off, c'est aussi ça, de savoir est-ce que ça vaut le coup, quel est le prix à payer pour habiter la lumière. Et qu'en fait, c'est un des axes dans le jeu d'opposition entre la très grande notoriété de Jackson Pollock et l'ignorance dans laquelle on se trouve, nous, de l'œuvre de Charles. Oui, c'est vraiment ça, c'est le prix à payer. C'est vraiment ça. Je n'ai pas voulu sortir Charles Pollock à tout prix de l'ombre, parce que peut-être qu'il n'avait pas envie d'en sortir de l'ombre. D'ailleurs, pour moi, ça reste une question jusqu'à la fin. C'est sans doute pour ça, c'est à cause de ça que je filme l'exposition à Venise de cette manière, c'est-à-dire avec une sorte d'ironie. Enfin, finalement, on pourrait dire ces tableaux arrivent au grand jour. Ces toiles ont été vues par... je crois que la collection Guggenheim à Venise a battu tous les records de spectateurs avec cette exposition. Je vais me tromper dans les chiffres, mais c'est hallucinant le monde qu'il y a eu. On peut dire, voilà, enfin la peinture de Charles Pollock a été vue. C'est beaucoup grâce à sa fille qu'il est sorti de l'ombre. C'est Francesca Pollock qui a beaucoup œuvré pour la reconnaissance de la peinture de son père. Mais pour moi, c'est une interrogation jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est maintenu dans l'ombre presque... C'était une décision, enfin, il y avait quelque chose chez lui où finalement il voulait rester dans l'ombre. C'est quand il dit, et les lettres de la fin sont particulièrement éclairantes là-dessus, c'est-à-dire quand il dit non au film de Namut, quand à la fin de sa vie, Hans Namut, qui a été quand même le cinéaste de tous les peintres de l'expressionnisme abstrait, qui a fait que les peintures de Jackson Pollock soient vues à travers le monde très vite grâce au film que Hans Namut a fait sur Jackson Pollock. Au moment où Hans Namut, dans les années 80, dit à Charles « on va faire un film qui s'appellerait Pollock et Pollock » et où on réutiliserait des rushs de Jackson non utilisés et je viendrai te filmer dans l'atelier et Charles lui dit non. Et quelques lettres avant, il écrit à son ex-femme, il lui dit je n'ai pas réussi à trouver une galerie qui me convienne, c'est comme ça, je suis difficile. Enfin, voilà, il ne voulait pas. Il y a quelque chose où il ne voulait pas, où il ne pouvait pas, où il ne voulait pas. Alors, mon intuition, après, alors effectivement, ce que je mets en place dans le film, c'est j'ai l'intuition dès le départ que cette position, elle a à voir avec celle de Jackson. Donc,
j'ai pas envie de faire un film sur Charles tout seul, j'ai envie de faire un film où finalement je mets en parallèle les deux trajectoires, avec une sorte d'exactitude quand même dans ce que je mets en place, à la fois les lieux que nous filmons, c'est les lieux où ils ont écrit les lettres, et les tableaux que je montre, j'essaie de respecter une chronologie, c'est-à-dire que je montre petit à petit ce qu'il peint. Donc effectivement, au début, c'est très rare, parce qu'il peint très peu, Charles, parce qu'il fait beaucoup de caricatures, et on peut comprendre quelque chose, parce qu'il se met à beaucoup peindre après la mort de Jackson. Voilà, là je réponds un peu, mais voilà, donc les deux et ce personnage qui voilà, ça reste une énigme jusqu'au bout, et de toute façon moi je n'avais pas envie d'inventer une interprétation, mais quand même de donner des éléments aux spectateurs en mettant les deux trajectoires côte à côte, en faisant entendre les lettres qui après tous font les mots que eux ont prononcés, ont écrit, aux spectateurs de se faire sa propre idée de ce qui s'est passé pour lui. Alors, il y a leur relation qui se construit à travers les lettres, y compris sur cette découverte quand même, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas très bien Jackson Pollock, que probablement il n'y aurait pas de Jackson s'il n'y avait pas eu Charles avant. C'est quand même aussi parce que Charles peint, c'est parce qu'il l'introduit dans ses réseaux à lui, que tout à coup la machine s'enclenche et le désir de devenir artiste s'enclenche. Mais il y a aussi un rapport à l'histoire américaine qui est très présent dans le film, en fait, qui est présente à la fois dans le récit ponctuel, comme ça, diffracté, mais qui est présente aussi dans ce que tu captes en direct, en filmant New York, en filmant jusqu'à l'élection de Trump, par exemple, ce champ contre champ assez énigmatique. Moi, je suis incapable de savoir ce qu'elle pense face à cet écran, cette dame. Du coup, j'ai envie, et en même temps, tu sais, peut-être tu l'as fait commenter ensuite. Voilà, donc je voulais savoir quelle place tu accordais à cette histoire-là, dans la façon dont leur relation racontait quelque chose de l'Amérique, du décentrement de l'histoire de l'art vers New York, et de leur façon d'investir l'histoire des États-Unis, y compris dans la dimension politique, qui est quand même très présente dans leur part. C'était cette dimension-là, alors peut-être peut-être que ça aurait été plus simple de commencer par ça. La publication des lettres, les éditions Grasset, c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire, ont édité une centaine de lettres de la famille Pollock McCoy. Et c'était un événement aux États-Unis, parce qu'à travers ces lettres, on découvrait l'existence d'une famille autour de Jackson Pollock. Et d'un coup, les historiens de l'art américains découvrent que Jackson Pollock n'est pas un self-made man, comme on l'a toujours cru, mais parce qu'on l'a mis en scène comme ça, y compris toutes les photos. Il incarne le parfait entrepreneur, libéral, il pose avec son chapeau, le cow-boy. Donc Jackson Pollock est représenté comme ça une figure d'artiste américain libre. Et donc voilà, que les lettres sortent et il y a toute une famille autour qui le soutient, qui est extrêmement soucieuse de ce qu'il fait, de ce qu'il devient. Et il y a même un grand frère qui était peintre bien avant lui et qui lui dit très tôt, arrête tes conneries au lycée, est-ce que tu ne serais pas intéressé par l'architecture ou la peinture, et qui le fait venir à New York. Donc les lettres, non seulement elles découvrent qu'il y a du monde autour de Jackson, que c'est pas un self-made man, et elles me font découvrir, alors là pour le coup à moi, mais je pense que les Américains, ils ont complètement oublié cette histoire, qu'il y avait une gauche virulente très très importante aux États-Unis, et dans laquelle étaient très impliqués les artistes. Et que tous ces artistes sont devenus ce qu'ils sont devenus, Rothko, Motherwell, Pollock, parce qu'il y a eu la politique de Roosevelt, le WPA, les aides de l'État, qui les ont soutenus et qui les ont payés pour qu'ils fassent une peinture de chevalet. Voilà, il y avait cet arrière-fond politique qui effectivement était très important. Avant de faire le film, au moment où moi j'ai découvert cette histoire, j'avais d'abord fait un documentaire à France Culture
surtout cet aspect très politique qui était une découverte. Ouais. Moi, je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs, je pense que les Américains ont absolument oublié ça. Enfin, ceux avec qui j'ai parlé aujourd'hui ont dit non, mais tout ça, ça n'est plus du tout, ni enseigné, ni su. C'est quelque chose qui a été complètement oublié. Voilà, à quel point il était question de politique dans ces lettres, dans toutes les lettres, il est question de politique et d'art en permanence. Et puis de comment ils vont finir le mois, quoi. En général, il y a ces trois choses en permanence. Donc voilà, c'est ces lettres qui sont extrêmement riches dans ce qu'elles apportent. Mais je ne sais plus la question. Qui répond en fait, en vous oubliant au passage, donc tout va bien. J'en pose une petite dernière, après on passe la parole à la salle. C'est une façon de répondre à ma première question sur comment on filme des lettres. Alors on filme l'acte de la lecture, parfois on la filme en voix off, mais du coup on filme effectivement aussi les lieux de production des lettres, les rues dans lesquelles elles ont été écrites. Et là, moi ce qui me frappe, c'est que autant la peinture est souvent différée dans le film, où elle est un peu biaisée dans la façon de la filmer, autant en réalité, on y pense très très tôt à la peinture, dans ta façon de filmer l'espace. Le regard est très très informé par la peinture, y compris dans les intérieurs, qui sont comme ça très très structurés par la répétition des verticales. Enfin, le premier plan du film raconte déjà ça, dans ce jeu d'ombre projeté sur les peintures géométriques. Donc il y a cette première dimension picturale de l'image cinématographique, qui visiblement est un des enjeux du travail et de la beauté plastique du film. Et puis il y a un deuxième enjeu que je trouve très joli et assez ludique, en tout cas dans mon rapport au film, c'est de repérer dans le plan à un moment seulement, mais quelle est l'autre raison pour laquelle tu le gardes. C'est-à-dire pas seulement la raison biographique, il a vécu là, ou il a écrit là, mais de chercher voilà, quelle résonance le texte va produire pour que j'arrive à saisir pourquoi ce plan-là plutôt qu'un autre, pris la veille, le lendemain. Et en fait, il y a plein d'endroits où je les vois. Ça peut être l'impossibilité de faire demi-tour sur le panneau, ça peut être la lettre A qui se balade dans le décor et qui résonne avec le artiste avec un A majuscule, enfin avec un grand A. Ça peut être le mot mort à l'envers qui se réfléchit sur une surface vitrée. Enfin, et il y a plein de moments comme ça, ce qui fait que moi je suis dans une attitude de spectateur, mais j'imagine tout ça, voilà, très aux aguets, en train d'aller chercher dans l'image le rebond entre la voix et l'image, et puis le rebond entre l'époque historique et l'époque d'aujourd'hui, pour pouvoir lire deux temporalités. Bah, c'était ça le pari. Le pari, c'était de penser qu'on allait retourner sur les lieux, faire des plans séquences, se poser là où ils avaient vécu, se poser là et attendre jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui ferait résonance avec une lettre. Alors on ne sait pas à l'avance. Ce qui était très écrit, c'est qu'on allait filmer cette... Enfin, voilà, à ce moment-là, j'avais une idée des chapitres, il y avait une sorte de chapitrage du film où il se passait des choses dans la dramaturgie comme ça, et on savait que ce quartier correspondait à la jeunesse, ce quartier correspond... Voilà. Et c'est après, au moment du montage, que il fallait, voilà, qu'est-ce qui se passe dans le plan et qui fait résonance avec une lettre. Et effectivement, tout le pari, c'était de se dire, on va filmer New York aujourd'hui, de préférence en filmant les petites gens, les gens qui sont dans l'ombre, les gens qui travaillent, qui ramassent les canettes, tous ces gens qu'on ne voit pas. Et que ces plans filmés aujourd'hui à New York vont résonner avec des propos écrits dans les années 30, 40, 50, et qu'il y a quelque chose qui va circuler. Voilà. Il y avait un refus d'utiliser des archives, et je voulais plutôt que ce soit ce présent-là qui fasse écho aux lettres. Donc c'est un gros boulot de travail de montage pour que ces échos se produisent. Et puis c'était aussi le pari des plans tableaux. Voilà. Alors c'était que ces plans, cette manière de filmer New York rappelle finalement quelque chose, ou fasse écho avec la peinture de Cha, qui est une peinture qui est extrêmement travaillée géométriquement, et que finalement ce soit ça aussi une manière de faire écho à la peinture, c'est-à-dire de faire des plans très composés, voilà, qui fassent écho à la peinture. La géométrie et à la couleur, c'est quand même très important dans le film. Elle est très importante, ouais. Et il y a un film qui a été déterminant pour ce choix, c'était News from Home de Chantal Akerman.
qu'on a vu avec Emilien Awada, chef opérateur qui est là. Quand on était la première fois en repérage à New York, c'est lui qui me l'a montré, il m'a dit est-ce que tu connais ce film? Et je ne l'avais pas vu à ce moment-là. Et je me suis dit, bon voilà, ça devrait pouvoir tenir des lettres sur... voilà, et c'était aussi ce pari d'un film entier où Babette Mangol, la chef opératrice d'Ackerman, filme New York au petit matin, aussi dans des lumières très bleues, et mis en rapport avec les lettres d'Ackerman écrites à sa mère à Bruxelles. Qui réagit ou pose une première question? Voilà. Et voilà, c'est juste pour dire que cette mélancolie sort de ce sentiment de personnage, même si d'ailleurs l'affiche ne dit pas ça du tout, puisque ce qui est assez joli, c'est qu'on voit le couple là, qui a l'air fort, et en même temps, j'ai eu un sentiment de mélancolie et de solitude des êtres à l'intérieur de ça. Alors je pense qu'il y a quelque chose... Oui, je crois que le film est très mélancolique, mais il y a une sorte de ratage aussi. Enfin, la trajectoire de Jackson Pollock est tragique. Il est quand même... Après le film, Jackson Pollock voulait absolument être reconnu. Il a tout fait pour l'être. Et c'est lui qui a voulu très fort ce film de Hans Namuth, qui le filme en 1956, en train de peindre. On voit un bout enfin, c'est un des rushs non montés d'ailleurs du film qu'on voit dans ce film, dans mon film. Et après ce tournage, Jackson Pollock ne peut plus peindre, en gros. Il peindra très peu. Après le tournage de Namuth, il se remet à boire, il replonge dans l'alcool. Il ne fera presque plus rien et il va mourir dans un accident de voiture, donc quelques années plus tard, tuant en plus quelqu'un avec lui dans la voiture. Donc c'est une tragédie, la trajectoire de Jackson. La trajectoire de Charles, bon, il a vécu beaucoup plus longtemps, il a fait une œuvre immense, mais il a payé très cher son choix de l'ombre, très très cher. Voilà. Et je pense qu'il a laissé cette œuvre sur les bras de sa femme, de sa fille, qui ont décidé à un moment, avec un grand courage, de s'atteler à la tâche de rendre visible cette œuvre, toujours en se demandant, mais est-ce qu'il aurait voulu ça? Donc ouais, il y a quelque chose dans ces deux trajectoires extrêmes, tu vois, sans doute quelque chose d'un ratage, ou d'une forme de tristesse. Ouais. Oui, alors moi j'ai pas tellement ressenti la tristesse, peut-être un peu de mélancolie du temps qui a passé, qui est très forte sur ce plan d'ailleurs. Le temps qui a passé, quoi, la jeunesse s'est enfuie. Mais moi j'étais frappée par la grande beauté du film, beauté des images, les plans tableaux, tu les as vraiment réussis, et c'est ce qui nourrit le film. Ça m'a frappé, et moi je trouve, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment la mise en lumière de la beauté des tableaux de Charles. C'est une découverte pour moi. Je trouve que tu n'as peut-être pas voulu le faire, mais pour moi en tout cas, c'est ce qui se passe dans le film. Je vois de plus en plus les tableaux de Charles et j'admire leur beauté, je suis prise par leur beauté, et tout le film, y compris ces plans tableaux, me conduit à regarder, à voir et à être sensible à la magnifique œuvre complètement ignorée pour moi de Charles. Donc en ce sens, le film est une naissance, et il est joyeux, il est pour moi pas mélancolique. Et même l'ironie dont tu parles à la fin, sur l'expo, pour moi elle est secondaire en fait. C'est voilà, un tout petit détour, quoi. C'est
pas ça qui imprime. Pour moi, ce qui imprime, c'est la couleur, les cadres, le grand talent de cet artiste. Alors quand je dis c'est pas ce que j'ai voulu faire, c'était dans le sens, en même temps c'est une provocation de faire ça, parce qu'on fait pas un film comme ça sans vouloir montrer la peinture de Charles. Mais c'était pas la motivation première de sortir Charles de Londres, voilà, c'était raconter tout ça. Oui, merci beaucoup pour ce très beau film. Moi, ce que je me demandais par rapport à ce dont vous avez discuté au départ, c'est dans quelle mesure, pour lui, rester dans l'ombre, c'était pas rester dans l'ombre de l'évolution de la société américaine. Et justement, on voit, hein, il est très attaché à ses valeurs. Tu le dis très bien, au départ, il a un engagement communiste. Il sent très bien qu'il y a une autre évolution de la société américaine, on va dire néolibérale et autres. Et est-ce que, pour lui, rester dans l'ombre, c'est pas suivre sa ligne en termes de valeurs, tout en, on va dire, dans ses tableaux, exprimer son attachement à la ville. Tu vois, c'est un double mouvement. C'est-à-dire, c'est ce que je ressens dans un peu la manière dont tu le montres. Donc voilà, je peux poser juste cette question-là. Et je trouve que c'est un double mouvement qui est assez intéressant. C'est-à-dire suivre ses valeurs et suivre son acte créateur par rapport aussi à ses valeurs éthiques et politiques. Et en même temps, renouer avec ce qu'il voit là où il vit dans ses peintures. Et c'est un peu ce double mouvement de l'ombre et de la lumière. En tout cas, je crois que c'est très juste quand vous dites être fidèle à ses valeurs. Il vivait en étant prof de graphisme à l'université et il enseignait à ses étudiants comment ne surtout pas s'adapter au marché. Je pense qu'il désapprouvait absolument. Ça se passe quand même. Voilà, Jackson meurt en 58, je crois. Le film c'est 56 sur Jackson. Donc c'est les années 50, c'est le début de la pub, c'est James Dean, c'est Marilyn, et Charles Pollock désapprouve absolument cette mise en avant, cette mise en lumière, ce qu'il trouve excessif. Voilà, c'est ce que tu as dit. Et donc il est dans une position très politique finalement. C'est ce que dit Terence Malone à la fin. C'est une position très politique. Mais ça a un coût quand on est peintre, parce que si on ne se montre pas, c'est compliqué. Isabelle, merci. Et merci aussi de ceux qui ont fait qu'on voit ces films ici aujourd'hui dans de si bonnes conditions, qui permettent d'apprécier les blancs. C'est incroyable comme il y a une intensité de ces écrans tout blancs que tu mets, qui passent comme ça, qui reviennent et qui créent un rythme extrêmement fort, un rythme poétique, et je trouve ça magnifique. Alors, merci beaucoup. C'est le moment de poser une question au chef-op sur la place du blanc dans le film. Du blanc dans le film. Beaucoup de choses ont été dites sur l'image. Après, c'est vrai qu'il y a eu un grand travail sur la chromie en général, pas seulement sur les blancs. Il y avait effectivement toute une plongée aussi dans l'univers plastique, pictural de Charles. Et ça passait par cette réflexion sur l'ombre, la lumière, les jeux de contraste, la composition. Voilà, c'était aussi un film qui a été, disons, on va dire, qui a été fait avec des petits moyens en termes d'image, mais qui ont été mis au service de l'intention aussi d'Isabelle, du projet, on va dire, visuel. On a travaillé un petit boîtier, caméra sur pied, et on avait en fait surtout le temps du regard de la composition. Et après, effectivement, il y a eu un grand travail. Alors pour la chromie, moi, je tiens quand même aussi à saluer le travail d'Alexandre, l'étalonneur, parce qu'on ne fait jamais une image non plus tout seul.
Ce qui est assez génial avec le numérique, malgré tout, c'est qu'en fait, on a le film qu'on a étalonné. On le voit particulièrement dans ces moments-là, donc c'est rare. Et je tiens à remercier aussi ceux qui ont permis cette projection. Donc voilà, pour parler un peu de l'image, effectivement, le blanc, les couleurs, et j'en profite pour saluer le travail de l'étalonneur. Parce qu'on a aussi passé beaucoup de temps sur ça. Merci. Moi, ça fait une paire de fois que je vois le film, et à chaque fois, il y a d'autres choses qui me frappent. Surtout là, c'est la première fois que je le voyais dans la version anglaise. Et ça change la vision, ça apporte quelque chose d'autre. Et ce que ça a apporté pour moi, c'est la présence du travail, des travailleurs, mais du travail quand il est émancipateur, quand il est choisi. Mais aussi bien le travail du peintre que le travail des encadreurs. Et ce que tu dis par rapport à l'étalonnage, c'est aussi ça qu'on sent. C'est tout le travail artisanal, sans quoi l'art ne serait pas art. Et ça, je l'ai senti là aujourd'hui beaucoup plus que les autres fois. En quoi l'artisanat est indispensable à l'art. Voilà. Après, c'était le choix aussi de comment filmer cette peinture, c'est-à-dire elle est presque toujours, sauf à la fin quand elle est exposée, mais filmée quand on la manipule. Donc il y a toutes les étapes, on sort les rouleaux, on les étend sur les châssis, on les encadre. Enfin, c'était ça la chance aussi de faire le film au moment où se préparait l'exposition de Venise. La possibilité de filmer les toiles qui sortent des placards, parce qu'en fait, toutes ces toiles sont conservées, étaient conservées rue de Bagnolet. Donc Sylvia Pollock habitait, jusqu'à il y a peu, elle est décédée il y a 1 an, mais moi j'ai filmé donc chez elle, 24 rue de Bagnolet, où elle a fait construire des énormes placards où toutes les toiles de Charles sont conservées, parce que c'est une œuvre assez conséquente. Et donc la chance que j'ai eue, parce que sinon c'était encore plus impossible, Stéphane, quand tu parlais de tous les impossibles, mais au moment où j'ai décidé de faire le film, je ne savais même pas qu'il y avait l'expo au Guggenheim. Donc c'était une grande chance, cette exposition qui s'est annoncée, c'était en fait réellement, il y avait une réelle mise à la lumière des œuvres que j'aurais pas pu sinon mettre en scène moi ou inventer moi. Donc il y a eu vraiment tout un travail et aussi de photographie, puisque le photographe est venu pour les photographier. Donc il y a eu toute une manipulation qui est rare, c'est rare de se trouver là à ce moment-là. Et ça, pour moi, c'était la chance. C'est-à-dire que je n'avais pas envie de filmer les toiles accrochées comme ça. Ça a toujours été impossible. Enfin, c'est toujours compliqué pour moi quand je fais des films sur la peinture. Ça ne m'intéresse pas, ça. Mais qu'il se passe quelque chose. Voilà. Il arrive quelque chose à ces toiles. Moi, j'adore le moment où on les déroule. D'ailleurs, c'était magique comme moment quand ils ont sorti ce rouleau, parce qu'ils cherchaient une toile et ils les ont déroulés. Enfin, l'impression d'assister à la naissance, enfin, elle sortait réellement des placards, c'est au sens premier, quoi. Et ça, j'aurais pas pu faire. Voilà, ça, c'était une chance pour le film d'avoir ça. Donc, ça s'est passé sur plusieurs mois, voire années, parce que cette exposition, elle s'est passée sur longtemps. Donc oui, toutes ces interventions, et jusqu'aux déménageurs d'œuvres qui construisent des coffres sur mesure qui servent une fois pour chaque œuvre. Et les gens qui viennent avant, c'est une équipe spécialisée qui vient mesurer chaque tableau. Enfin voilà, toutes ces étapes qu'on ne connaît pas en fait. Allez, j'ai une question très très courte. Je vais commencer avec un grand merci pour la film et aussi pour aussi les conditions de regarder un film comme ça, donc parce que ça c'est super privilège. Mais c'est une question pas pour vous, c'est une question pour mes camarades dans le public. Comme la deuxième dame qui a donné une question, combien d'entre nous a jamais entendu aucun mot ni voir une seule toile
de son œuvre avant ce soir. Pour moi, c'est la toute première fois que je sais que, comme vous avez dit dans votre réponse, mais j'aimerais bien de voir les bras. Oui, moi aussi, je suis américain et j'ai aucune idée que Jackson Pollock a des frères qui étaient moi, je pense curieux. que personne ne connaissait l'existence de Charles Pollock. Non, personne. Vous ne savez pas qu'ils doivent lever la main, c'est ça? Oui. Ah oui, alors je crois qu'on va être pas mal, ouais. Bien, merci. Je crois que c'est un travail très important pour l'histoire. Je voulais d'abord dire merci beaucoup et que une petite remarque. Pour moi, le film il est très politique à cause de plein de raisons que vous avez évoquées ce soir et qu'on voit à l'image et que la juxtaposition nous fait vivre quelque chose de politique. Et je manquais peut-être, c'est là la question, un chaînon et j'ai pas compris dans l'histoire le nom Pollock vient où? Parce que la famille c'est McCoy. C'est ça. En fait, le père de Jackson, Charles, ils sont 5 enfants, on les voit sur la photo de famille. Le père s'appelait McCoy et a été adopté par une famille d'Irlandais à 19 ans, par une famille de fermiers, parce que sa famille crevait de faim. Et donc, il a été adopté. Donc, il s'est appelé Pollock très tard, à 19 ans. Et au moment du WPA, la législation faisait que un seul peintre par famille pouvait avoir une aide de l'État, du WPA. Et comme dans la famille, ils étaient 3 peintres en fait, parce que c'est vraiment compliqué, il y avait encore un autre frère qui était peintre et qui après il a arrêté. Alors lui, il a pris le nom de McCoy pour faire la demande. D'où voilà ce double nom McCoy-Pollock. Alors Charles n'a pas demandé d'aide pour la peinture de chevalet et c'est Jackson qui l'a demandé et qu'il a eu. Ouais. Eh bien, je crois que c'est le moment de remercier beaucoup Isabelle Rema. Isabelle.